Le 11 janvier 2026, la salle s'embrase. Un président s'avance dans un cérémonial bref mais dense. En apparence, rien ne rompt l'unité, mais la jeune Confédération des États du Sahel choisit une chose rare, la vitesse sans pause, sans capitale fédérale, tandis que des protocoles discrets redessinent déjà les marges de manœuvre. Que devient une région quand l'exécution devance l'institution, et qu'Ibrahim Traoré endosse la cohérence recherchée entre défense, diplomatie et développement pour 3 capitales à la fois? Le compte à rebours est déjà lancé et chaque heure va révéler ce qui tient vraiment. Cette vidéo promet une chose simple mais exigeante, comprendre ce qui se joue après la cérémonie, quand les caméras s'éteignent et que les mécanismes commencent vite à agir. En 10 minutes, vous saurez où va réellement la Confédération. L'enjeu dépasse un passage de relais institutionnel. Il concerne la sécurité quotidienne, la mobilité économique et la voie diplomatique d'un espace sahélien longtemps fragmenté. Ce qui est en train de se mettre en place sous la présidence confédérale d'Ibrahim Traoré peut soit stabiliser durablement la région, soit révéler ses fragilités structurelles. La question n'est donc pas de savoir si l'AES existe sur le papier, mais si elle tient dans l'exécution. Derrière les symboles visibles, des décisions techniques, juridiques et humaines dessinent déjà des effets concrets. Et ces effets, qu'ils soient perçus ou non, finiront par toucher les États, les entreprises et les populations ordinaires. Dès les premiers jours suivant l'investiture, un fait précis s'impose. La Confédération ne teste plus ces mécanismes, elle les applique déjà et les chiffres confirment ce basculement. En 6 mois, 14 zones sécuritaires classées rouges ont été requalifiées avec une baisse moyenne de 37% des actes violents, signalant un déplacement tangible du rapport de force plutôt qu'une simple déclaration politique. Ce résultat n'apparaît pas par hasard. Il s'inscrit dans un contexte où la Confédération des États du Sahel, encore sans capitale fédérale ni administration centralisée classique, choisit de fonctionner par protocole commun et activation automatique. 3 priorités structurantes de cette phase: sécurité régionale, souveraineté économique et parole diplomatique unifiée. Ces axes existaient avant, mais leur articulation change de rythme. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la continuité institutionnelle devient un accélérateur, non un frein. Sur le terrain, cette logique se traduit par une circulation plus rapide des instructions et une mutualisation des réponses. Des unités burkinabées, maliennes et nigériennes interviennent désormais sous mandat confédéral, parfois sans validation hiérarchique nationale classique. Dans les couloirs diplomatiques, la même mécanique opère. Réunions informelles, alignement du langage, disparition progressive des divergences publiques. Ce que cela révèle, c'est une confédération qui agit déjà comme un État fonctionnel sans emporter encore tous les attributs formels. Et voici ce que cela révèle. Le véritable changement ne s'est pas produit sur l'estrade du 11 janvier, mais dans l'activation silencieuse d'un système commun. Et c'est cette réalité opérationnelle, plus que les symboles, qui redéfinit aujourd'hui la trajectoire régionale portée par Ibrahim Traoré. Pour comprendre comment cette dynamique prend corps, il faut quitter les amphithéâtres et suivre ceux qui servent de relais. Ce ne sont ni des chefs d'État, ni des ministres, mais des officiers intermédiaires, des diplomates juniors, des agents techniques chargés de faire fonctionner l'architecture confédérale au quotidien. Leur point commun, ils décrivent tous un même glissement, celui d'un système qui passe du protocole à l'instinct coordonné. Un sergent burkinabé revenu du Gourma, quelques jours après la passation, résume ce changement sans emphase. Même mission, même risque, mais des consignes plus nettes, une coordination plus serrée et surtout une capacité à agir sans attendre une chaîne d'aval strictement nationale. À Gao, côté malien, un capitaine raconte une patrouille mixte déclenchée sous simple activation d'un protocole AES. L'ordre portait une signature confédérale. Et il a produit un effet immédiat. Dans les coulisses diplomatiques, la même logique s'installe. À Ouagadougou, de jeunes diplomates des 3 capitales se réunissent sans agenda officiel, avec une consigne claire: accélérer les convergences dans la prise de parole extérieure. La voix qui compte n'est plus celle du pays d'origine, mais celle du mandat confédéral. Cette évolution, encore discrète, modifie déjà les réflexes professionnels. Ces récits
montre que l'impact précoce n'est pas spectaculaire, mais structurel. Les mécanismes ne sont plus en phase d'essai, ils s'appliquent. Et dans cette transition assumée, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un chef omniprésent que comme un point de cohérence, validant une méthode où l'action collective prime sur l'affichage institutionnel. En clair, voici l'essentiel. Quand les relais s'alignent, la confédération cesse d'être abstraite. Tout commence par une transition sans pause. Le 11 janvier 2026 à 15h42, les derniers mots du président sortant résonnent encore que la mécanique confédérale s'enclenche déjà. À 15h45, un télégramme chiffré circule entre Ouagadougou, Niamey et Bamako. Réactivation d'un corridor stratégique et relance immédiate des patrouilles transfrontalières. Moins de 12 minutes plus tard, les unités déployées sur la ligne Liptako-Gourma reçoivent l'ordre. Il n'y a pas de phase d'adaptation visible, seulement un passage direct à l'exécution. Cette rapidité marque le premier temps de la séquence, celui de l'activation. La montée en puissance se joue ensuite dans une succession d'actes courts, presque techniques, mais lourds de sens. À 16h02, réunion express entre cellules biométriques nationales, validation immédiate de la phase 2 du projet de carte avancée et reconnaissance officielle du partage de données sur les personnes à risque. À 16h27, une intégration douanière expérimentale est lancée. Quelques minutes plus tard, les premiers éléments logistiques sont livrés sur le site destiné au futur Parlement confédéral. Rien de spectaculaire à l'écran, mais une accumulation de gestes qui, mis bout à bout, traduisent un changement d'échelle. À 16h58, une alerte est signalée à la frontière nord du Gourma. Cette fois, l'engagement ne provient d'aucun commandement national isolé. Le système confédéral s'active. En moins de 30 minutes, 3 unités coordonnées, maliennes, burkinabées et nigériennes, neutralisent un noyau dormant signalé depuis plusieurs semaines. Un officier sur place le dira plus tard. C'est la première fois qu'une action de ce niveau se déroule sans demande d'aval national préalable. La fluidité devient un fait opérationnel. À 17h40, un briefing de confirmation se tient à Ouagadougou. Le protocole de réponse unifié est officiellement déclaré opérationnel. Ibrahim Traoré valide la nouvelle doctrine en une phrase courte, sans emphase. Cette sobriété est révélatrice. La séquence n'est pas pensée comme un moment symbolique, mais comme une démonstration de méthode. Dès le lendemain, une consigne est adressée à toutes les représentations extérieures. Intégrer la logique confédérale comme cadre par défaut dans les documents officiels. Ce qui ailleurs aurait pris plusieurs mois se produit ici en moins de 48 heures. Les répliques de cette montée en cadence apparaissent rapidement. Les circuits de décision internes tournent à plein régime. Des notes classifiées émanent des 3 capitales. Les ministères ajustent leur routine, parfois dans l'urgence. Le rythme accéléré crée une tension assumée, aller vite pour durer, sans s'user trop tôt. Cette tension est au cœur du pari confédéral. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, la forme reste souple, mais le fond se durcit. Les protocoles deviennent des réflexes, et l'exception se transforme en norme. Cette séquence révèle un point clé. Le basculement ne s'est pas fait en un acte unique, mais par une chaîne d'événements rapprochés, chacun renforçant le précédent. Activation rapide, montée coordonnée, répliques administratives et sécuritaire. C'est dans cette continuité accélérée que la Confédération commence à se comporter comme un ensemble cohérent, non plus comme une addition de volontés nationales. Le point de départ est clair. Avant l'activation complète de l'architecture confédérale, les réponses sécuritaires, logistiques et diplomatiques restaient largement fragmentées, avec des délais longs et des effets inégaux selon les frontières. 6 mois après la mise en œuvre des protocoles communs, les premiers écarts mesurables apparaissent et permettent d'évaluer ce que produit réellement la cadence imposée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Un premier indicateur apparaît, c'est la sécurité. Depuis la mise en place de la chaîne de défense confédérale, 14 zones classées rouges ont été requalifiées. Sur ces périmètres sensibles, les données agrégées des États membres indiquent une baisse moyenne de 37% des actes violents sur les 6 derniers mois.
Cette baisse ne signifie pas une pacification totale du Sahel, mais un déplacement du rapport de force. L'initiative opérationnelle revient plus souvent aux forces confédérées, ce qui modifie la temporalité des affrontements et réduit la capacité d'anticipation des groupes armés. En clair, le système agit plus vite que les menaces qu'il cible. Un deuxième indicateur apparaît. La mobilité civile et économique. 2 mois après le lancement de la carte biométrique AES, les flux transfrontaliers civils entre les capitales ont augmenté de 25%. Les axes Ouagadougou-Niamey et Bamako-Gao concentrent à eux seuls 70% de cette dynamique. Plus révélateur encore, le temps d'attente moyen aux postes frontières concernés a diminué de 18 minutes. Cette réduction, apparemment modeste, change concrètement l'expérience des transporteurs, des commerçants et des familles qui traversent régulièrement ces lignes. Elle alimente aussi un facteur moins visible mais essentiel, la confiance dans la structure confédérale. Un troisième indicateur apparaît, la diplomatie. Depuis la clôture de la session confédérale de janvier, 5 accords bilatéraux ont été signés sous bannière AES. Il ne s'agit plus de coopération parallèle, mais de déclarations coordonnées portées par des institutions communes. Une cellule de veille diplomatique, opérationnelle depuis janvier, assure la cohérence des positions extérieures. Grâce à ce mécanisme, la Confédération pèse davantage dans les forums continentaux où auparavant, ses membres étaient souvent relégués au second plan. Le changement n'est pas spectaculaire dans la forme, mais il est significatif dans l'accès aux espaces de négociation. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une transformation dense. Ils montrent que la vitesse n'est pas qu'un slogan politique, mais une variable mesurable. Cependant, ces données doivent être lues avec prudence. Elles décrivent une tendance, non une garantie de succès durable. Les marges d'erreur existent, les contextes locaux diffèrent et certaines zones restent instables. Mais elles suffisent à établir un fait central. La Confédération produit déjà des effets concrets, là où elle n'était attendue que sur le terrain symbolique. Derrière ces écarts mesurés, un même moteur apparaît, l'exécution accélérée d'un plan commun. Et derrière ce rythme, un nom revient dans les rapports internes, non comme une figure omniprésente, mais comme un garant de cohérence. Ibrahim Traoré est identifié comme celui qui valide l'alignement entre sécurité, mobilité et diplomatie, sans dissocier les chiffres de leurs implications humaines. C'est à ce niveau que la donnée devient politique. 2 critiques structurent aujourd'hui le débat autour de la Confédération des États du Sahel, et il faut les prendre au sérieux pour mesurer la solidité du projet. La première concerne une centralisation excessive du pouvoir. Certains analystes estiment qu'en cumulant les rôles de chef d'État national et de président confédéral, Ibrahim Traoré concentre trop de leviers décisionnels. Selon eux, la façade collective pourrait masquer un déséquilibre réel, où les contre-pouvoirs se diluent derrière l'urgence sécuritaire et la rhétorique de l'unité régionale. Dans un espace historiquement méfiant envers les pouvoirs forts, cette crainte n'est pas théorique. La seconde objection porte sur la rigidité juridique. La multiplication des protocoles, chartes et accords confédéraux est perçue par certains juristes comme un risque de fossilisation précoce. Dans une région instable, trop de textes pourraient entraver l'adaptation rapide aux chocs politiques, militaires ou économiques. Une chercheuse ouest-africaine le formule ainsi. Une architecture trop normée peut se figer avant même d'avoir prouvé sa résilience. Autrement dit, l'outil pourrait devenir un frein au moment même où la flexibilité est indispensable. Ces critiques sont cohérentes. Elles reposent sur des expériences passées où des intégrations régionales ambitieuses se sont heurtées à la réalité du terrain. Mais les signaux observés depuis janvier invitent à une lecture différente. Premièrement, le leadership par validation partagée. La feuille de route de l'année 1 repose sur des engagements formellement signés par les 3 États membres. Chaque levier activé l'est via un accord tripartite, et non par un ordre vertical unilatéral. Dans les réunions à huis clos, plusieurs sources évoquent une dynamique de core team où les chefs d'État ajustent ensemble les décisions majeures. Deuxièmement, la norme juridique au service de l'action. Les protocoles adoptés sont conçus comme des matrices évolutives, non comme des carcans figés. La preuve la plus parlante reste le passage quasi immédiat de la théorie à la pratique, dès le 13 janvier,
avec l'ajustement coordonné des budgets nationaux pour intégrer les priorités confédérales. Ici, le droit ne ralentit pas l'action, il la synchronise. Ce décalage entre la critique anticipée et la pratique observée ne clôt pas le débat. Il le déplace. La question n'est plus seulement de savoir si la confédération risque la centralisation ou la rigidité, mais si sa méthode d'alignement peut durer dans le temps sans perdre sa souplesse initiale. C'est sur cette durée, et non sur l'élan des premiers mois, que le pari porté par Ibrahim Traoré sera véritablement jugé. Le tournant décisif de la Confédération ne s'est pas produit lors d'un discours ni dans une signature solennelle, mais dans un geste discret, presque invisible. Le 15 janvier 2026, 3 jours après la clôture officielle de la session confédérale, un document interne circule entre les directions budgétaires des États membres. Il ne s'agit ni d'un traité, ni d'un communiqué public, mais d'un fichier technique ajustant simultanément des lignes budgétaires nationales pour financer des projets exclusivement confédéraux sans validation parlementaire préalable. Ce geste administratif marque un changement profond. Pour la première fois, la logique confédérale prend le pas sur la souveraineté budgétaire individuelle, non par contrainte juridique, mais par synchronisation volontaire. Un haut fonctionnaire nigérien, sous anonymat, résume la portée de ce moment. Ils n'ont pas attendu un cadre parfait pour agir comme un seul ensemble. Dans les couloirs du pouvoir, ce document est déjà surnommé le véritable acte de naissance de la Confédération. Ce basculement éclaire autrement la séquence observée depuis janvier. Il explique pourquoi les décisions opérationnelles semblent gagner en fluidité et pourquoi les ministères ajustent leurs pratiques sans rupture apparente. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'alignement ne passe pas d'abord par des symboles visibles, mais par des mécanismes techniques qui rendent l'action collective irréversible. La mi-parcours révèle ainsi une réalité simple. Le pouvoir confédéral commence dans les marges, là où peu de regards se posent. Pour les États membres, l'effet le plus immédiat est institutionnel. Les ministères de la Défense, des Affaires étrangères et du Développement fonctionnent désormais selon des circuits confédéraux par défaut. Chaque décision sensible, qu'il s'agisse d'un déploiement, d'une négociation extérieure ou d'un projet structurant, fait l'objet d'une validation croisée à 3 niveaux. Cette synchronisation réduit les frictions internes et, surtout, les doublons administratifs. Depuis novembre, les échanges intergouvernementaux enregistrent une baisse estimée à 42% des redondances. Ce chiffre traduit moins de temps perdu, mais aussi une transformation des routines. Les administrations nationales apprennent à penser ensemble avant d'agir séparément. Pour les entreprises, la Confédération crée un cadre inédit de stabilité juridique et opérationnelle. Le lancement de la Banque confédérale ouvre des lignes de crédit régionales pour les petites et moyennes entreprises sans passer par les circuits bancaires classiques. À ce stade, 213 projets ont été préenregistrés dans les guichets régionaux, dont 47 dans l'agrotransformation et 31 dans l'énergie rurale. L'harmonisation des documents douaniers et des systèmes de traçabilité accélère également les flux logistiques. Pour certains exportateurs, les délais ont été réduits de près de 22%. Ces gains ne transforment pas encore l'économie régionale, mais ils modifient les anticipations des acteurs privés. Pour les populations, les effets sont plus contrastés, mais tangibles. Dans les zones frontalières, la carte biométrique AES permet une circulation quotidienne sans contrôle redondant. Des familles séparées par des lignes étatiques redécouvrent une mobilité plus fluide. À Coro, un commerçant explique qu'il peut désormais vendre sur un marché voisin sans présenter plusieurs documents successifs. En revanche, dans les zones rurales enclavées, l'information circule mal. La confédération reste une notion abstraite, même si ses effets commencent à se faire sentir à travers une baisse des frictions commerciales et une meilleure coordination des interventions humanitaires. À l'échelle de la région ouest africaine, l'AES devient un point de cristallisation. Les partenaires internationaux observent avec prudence cette montée en puissance institutionnelle, tandis que des responsables de pays voisins, comme la Guinée ou le Tchad, demandent à observer les sessions confédérales. La confédération n'est plus perçue comme une expérimentation marginale, mais comme un acteur à suivre. Dans ce contexte, le rôle d'Ibrahim Traoré
apparaît central non par l'omniprésence, mais par la capacité à maintenir la cohérence entre ces 4 niveaux d'impact. Au final, l'idée est claire. Quand l'exécution se diffuse, la confédération cesse d'être un concept et devient une expérience vécue. Si l'on se place dans le scénario de base, le plus probable à ce stade, la confédération poursuit la mise en œuvre méthodique de sa feuille de route de l'année 1. Les protocoles signés en janvier deviennent progressivement contraignants dans les pratiques ministérielles. La carte biométrique est généralisée, la Banque confédérale ouvre ses premières lignes de financement direct et le Parlement commence à jouer un rôle de tribune légitime, sans encore s'imposer comme contrepoids structurant. La dynamique reste stable, mais dépend fortement de la capacité des administrations à absorber la charge supplémentaire sans ralentir l'exécution. Si l'on envisage un scénario optimiste, la coordination interne produit un effet d'entraînement externe. Une reconnaissance accrue de la Confédération dans les instances panafricaines ouvre des marges de négociation inédites, notamment sur les partenariats sécuritaires et économiques. Des pays observateurs formalisent leur présence dès les sessions suivantes, élargissant l'horizon du projet. Dans ce contexte, le leadership d'Ibrahim Traoré gagne une stature continentale, non par une centralité accrue du pouvoir, mais par sa capacité à incarner une méthode exportable d'alignement régional. La Confédération devient alors un modèle, plus qu'une exception. Enfin, si l'on considère un scénario pessimiste, repose sur une usure de la coordination. Des tensions réapparaissent entre priorités nationales divergentes, sécurité au nord, développement au sud, équilibre institutionnel ailleurs. Le Parlement peine à s'imposer, la carte biométrique rencontre des résistances logistiques et certains partenaires extérieurs exploitent les failles du système. Le risque n'est pas l'effondrement brutal, mais la stagnation. Une confédération qui se fige, non par hostilité, mais par inertie administrative et fatigue politique. Dans chacun de ces futurs possibles, une constante demeure. La vitesse n'est pas une garantie de succès. Elle est un pari. Penser en termes de cadence est nécessaire pour rompre avec les lenteurs passées, mais insuffisant pour construire dans la durée. La question clé devient alors celle de la résilience, la capacité du système à corriger ses propres excès sans perdre son élan. C'est sur cet équilibre entre accélération et consolidation que se jouera la trajectoire réelle de la Confédération dans les mois à venir. Pour les fonctionnaires, la transformation est d'abord organisationnelle. Les routines quotidiennes se complexifient, mais elles gagnent aussi en portée. Un directeur régional d'un ministère économique confie qu'il rédige désormais 2 versions de chaque note, l'une pour la hiérarchie nationale, l'autre pour l'unité confédérale. Cette duplication crée des tensions, des délais supplémentaires, parfois une fatigue administrative. Mais elle installe aussi un sentiment nouveau, celui de participer à un espace de décision plus large où les arbitrages dépassent les frontières habituelles et donnent davantage de poids aux dossiers traités. Chez les jeunes urbains, notamment dans les capitales, l'effet est plus symbolique et culturel. L'apparition d'une chaîne AES, d'un passeport commun et d'un récit politique partagé nourrit une forme d'adhésion douce. Des étudiants évoquent l'émergence d'un « nous » lorsqu'ils parlent du Niger ou du Mali, là où dominait auparavant une logique strictement nationale. Cet enthousiasme reste fragile. Sans résultat visible sur l'emploi, l'éducation ou les perspectives économiques, il peut retomber aussi vite qu'il est apparu. La Confédération devient alors un imaginaire en attente de preuves sociales. Dans les zones rurales, les impacts sont plus diffus, mais souvent plus concrets. Le mot confédération demeure abstrait, parfois même absent du vocabulaire quotidien. En revanche, les effets pratiques commencent à faire sens. Marché transfrontalier plus fluide, baisse des frictions commerciales, meilleure coordination des interventions humanitaires. Des chefs de village évoquent une sécurité perçue comme plus cohérente et une circulation des biens légèrement facilitée. Ici, l'adhésion ne passe pas par les symboles, mais par l'expérience répétée de petits gains. Ces 3 niveaux révèlent un point commun. La transformation confédérale modifie les attentes. Elle crée de l'espoir, mais aussi de la pression. Si les effets positifs ne se stabilisent pas, la déception peut être à la hauteur de l'élan initial. C'est pourquoi l'écoute de ces groupes
non comme des cibles mais comme des acteurs, devient décisive. La Confédération ne se consolidera pas seulement par des protocoles, mais par la capacité à intégrer ses retours dans l'action collective. Pour éviter que l'élan de janvier ne se dilue dans la complexité, plusieurs leviers concrets émergent comme prioritaires à l'horizon des 6 prochains mois. Le premier concerne la cartographie des compétences. Chaque ministère national est appelé à identifier les agents mobilisables pour des missions confédérales. L'objectif est de constituer un vivier commun, fonctionnel et immédiatement activable afin de réduire la dépendance aux structures improvisées. Ce travail, discret mais structurant, conditionne la capacité de la Confédération à agir sans surcharger les administrations existantes. Le deuxième levier porte sur un calendrier unique des sessions. Harmoniser les temps parlementaires nationaux et confédéraux permettrait d'éviter les chevauchements de décisions et les retards d'exécution. Un premier test est envisagé autour d'un cycle de codélibération sur le budget agricole, afin d'évaluer la capacité des institutions à travailler en séquence plutôt qu'en parallèle. Ici, la mesure du succès ne sera pas politique, mais temporelle, délais raccourcis et décisions applicables sans friction. Un troisième levier porte sur la mise en place d'un tableau de bord public, publier un indice mensuel de mise en œuvre, projet lancé, retard, fonds engagés, renforcerait la transparence et l'appropriation citoyenne. Ce dispositif, potentiellement porté par la chaîne AES, traduirait des données techniques en informations compréhensibles. Il offrirait aussi un mécanisme de pression douce sur les administrations, sans recourir à la sanction formelle. Un quatrième levier concerne la formation conjointe. Des séminaires communs entre forces de sécurité, magistrats et diplomates permettraient d'aligner les pratiques autant que les textes. Une première vague pourrait démarrer simultanément dans les 3 capitales. Enfin, une clause de réversibilité partielle compléterait l'ensemble. Prévoir la possibilité de geler temporairement une disposition inefficace renforcerait la souplesse du système. Ces étapes ne garantissent pas le succès, mais elles rendent l'échec moins probable. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, la logique est claire, mesurer, ajuster, corriger. La Confédération avance alors non par dogme, mais par apprentissage collectif. Il s'appelait Adama, sergent dans une unité frontalière du Gourma, il n'a jamais prononcé le mot Confédération. Pourtant, quand on lui a demandé ce qui avait changé depuis janvier, sa réponse a circulé bien au-delà de son rapport de terrain. Avant, on attendait. Maintenant, on agit. Cette phrase, simple et sans slogan, est devenue un repère silencieux dans les réunions fermées du commandement confédéral. Elle résume ce que les tableaux, les protocoles et les chiffres peinent parfois à exprimer. La disparition progressive de l'hésitation. L'émergence d'un réflexe commun. Les décisions prises dans des amphithéâtres solennels qui trouvent un écho jusque dans la poussière des pistes. Dans son discours de clôture, Ibrahim Traoré n'a pas invoqué de grandes formules, il a parlé d'actes à vivre plutôt qu'à montrer, d'une transformation qui devait se ressentir avant de se proclamer. Cette logique se lit dans les détails, une carte biométrique présentée à un poste frontalier, un document confédéral utilisé sans discussion, un logo AES aperçu sur une route secondaire. Pris isolément, ces marqueurs semblent mineurs. Ensemble, ils dessinent un imaginaire collectif en construction. Dans cette confédération encore jeune, le symbole précède parfois l'institution, mais il prépare le terrain de l'adhésion. Le fil conducteur revient alors au sergent du Gourma, il n'a pas changé de mission, il a changé de cadence. Et c'est peut-être là que se joue l'essentiel, une transformation qui s'ancre moins dans les discours que dans les gestes répétés du quotidien, là où la politique devient expérience vécue. Au terme de ce parcours, une évidence s'impose. La Confédération des États du Sahel n'est pas seulement un projet institutionnel, c'est une transformation qui se diffuse par capillarité, elle avance dans les procédures, les habitudes, les récits partagés. Elle s'inscrit autant dans les documents officiels que dans les gestes ordinaires. Quand un commerçant traverse une frontière sans friction inutile ou qu'un fonctionnaire pense spontanément à l'échelle confédérale. Cette dimension sociale, souvent invisible, est peut-être la plus déterminante pour la suite,
car aucun dispositif, aussi cohérent soit-il, ne tient sans appropriation. La question n'est donc plus seulement de savoir si la confédération fonctionne, mais si elle est reconnue, comprise et vécue par celles et ceux qu'elle est censée servir. Les symboles comptent, mais ils doivent être relayés par des expériences concrètes et durables. C'est là que se joue l'écart entre un élan de départ et une trajectoire de long terme. Et dans cette dynamique, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme celui d'un architecte solitaire que comme celui d'un catalyseur. La méthode qu'il incarne pose un cadre, mais ce cadre n'a de sens que s'il est rempli par des pratiques collectives. La confédération ne se consolidera pas dans les discours, mais dans l'accumulation de petits actes cohérents, répétés et partagés. Alors la question reste ouverte, et elle vous concerne aussi. Avez-vous déjà perçu dans votre environnement ces signes discrets d'un nous confédéral en train de naître, dans vos démarches, vos échanges, vos attentes? Si oui, comment les interprétez-vous? Et sinon, qu'est-ce qui, selon vous, manquerait pour que ce projet dépasse définitivement le cadre des institutions et devienne une réalité pleinement vécue?